Delta, c'est une réflexion à trois. Delta, c'est de la culture qui ne se censure pas. Delta, rien ne vous oblige à être là. Chers auditeurs, vous êtes avec nous à bord de Delta pour un vol d'une heure environ. Comme vous le constaterez, j'ai la gorge très légèrement prise, ce qui me donne momentanément le timbre de voix de Macha Béranger, mais pas sa coupe de cheveux, rassurez-vous. Donc, pour cette conversation qui s'annonce dense et passionnante, nous avons la chance et l'honneur d'être en compagnie du plus éminent spécialiste américain du réalisme racial, Monsieur Jared Taylor. Monsieur Taylor est le président d'American Renaissance. Vous êtes né au Japon, pays dans lequel vous avez vécu jusqu'à vos 16 ans, et vous êtes diplômé de philosophie de l'université de Yale. Vous êtes également l'auteur de nombreux ouvrages passionnants, dont le célèbre If We Do Nothing et L'Amérique de la diversité, du mythe à la réalité. Monsieur Taylor, bonjour. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité à vous rejoindre. Écoutez, c'est moi qui vous remercie de votre présence. Est-ce que vous souhaitez compléter un peu la présentation un peu sommaire que j'ai faite de votre personne ? Ou peut-être, je préside sur American Renaissance depuis 30 ans et l'objectif est de faire comprendre aux Blancs, non seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier, que nous sommes en face d'une crise, une crise quasiment suicidaire. Et si if we do nothing, c'est-à-dire si on ne fait rien, vraiment, on est vraiment en face on est en voie d'extinction, non pas culturellement, mais même physiquement. Et voilà, peut-être en gros, le but de ma vie jusqu'ici depuis 30 ans. Très bien. Je vous remercie de ce complément d'information. Et pour cette conversation, je suis accompagné également de Geoffrey Marot, qui est un des plus éminents spécialistes français de la contradiction lors d'une conversation, même une conversation de loisirs. Geoffrey, est-ce que dès à présent, tu es en désaccord avec ce que je viens juste de dire ? Non, je suis d'accord avec toi et c'est un compliment. Merci. Bonjour. D'accord. Bah écoute, et puis est-ce que tu vas bien, Geoffrey, également ? Oui, je vais bien. Mieux que toi, visiblement. Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Mais je me soigne. Alors écoutez, je vous propose de commencer cette émission sur les chapeaux de roue avec une question incandescente, mais qui me semble nécessaire étant donné la nature de ce qu'on s'apprête à discuter et à dire. Cette question, je la pose bien évidemment en premier à M. Jared Taylor. Est-ce que selon vous, il serait judicieux d'enseigner le réalisme racial dans les écoles occidentales ? Ah oui, je crois que ça serait capital aux États-Unis et je crois que les Américains sont les premiers à inventer des mythes vraiment dangereux à question de race. Et un des mythes les plus dangereux, c'est que l'idée de la race, c'est pas biologique, c'était seulement une idée sociologique et ce n'est pas basé dans la biologie. À vrai dire, je vois avec difficulté comment une personne intelligente pourrait vraiment y croire. Mais la croyance est obligatoire aux États-Unis. C'est-à-dire les différences visibles entre un pygmée, par exemple, et un Esquimau sont quelque chose que nous imaginons. Ça n'existe pas dans la biologie. Et ça veut dire qu'il faut absolument nier que les différences dans les sociétés que les différentes races construisent sont également un produit de nos imaginations. Les sociétés en Afrique ou bien à Haïti, peut-être ils sont désafortunés et ils ont beaucoup de problèmes, mais ça n'a rien à voir avec la race des personnes qui ont établi ces sociétés. Si l'Afrique ou bien les communautés noires dans l'Occident souffrent de beaucoup de problèmes, ce n'est pas parce que les races ne sont pas différentes, c'est exclusivement à cause des Blancs et des sociétés blanches qui les oppriment. Voilà, c'est le point de départ de chaque discussion aux États-Unis en ce qui concerne les problèmes raciaux. Et ça, petit à petit, je crois que ce point de vue a envahi l'Europe, au moins l'Europe occidentale. Et donc ça, c'est une première chose absolument capitale qu'il faut
établir sans complexe dans la base de chaque société occidentale où on trouve des gens de races différentes. Parce que si on ne part pas franchement de ces différences, et il y a des différences de capacité, des différences de tempérament, si on n'accepte pas, ça veut dire que chaque fois un noir aux États-Unis, ou même les hispaniques aussi, chaque fois quand un groupe qui est non blanc ne réussit pas au même niveau que les blancs, voilà, c'est la faute des blancs et il faut complètement transformer la société pour que les autres puissent atteindre le niveau des blancs. Et voilà, en gros, c'est l'idée essentielle de comprendre au niveau universel l'importance des différences raciales. Alors, je vous remercie. Je trouve que ce que vous venez de dire est particulièrement important parce que en France, on a l'impression que les États-Unis sont le pays qui est le moins touché par cette idéologie, il est vrai un peu stupéfiante, selon laquelle les races n'existeraient pas. On a cette impression, cette illusion du coup, en France, que les États-Unis sont un pays relativement libre, jusqu'à assez récemment en tout cas, et qu'il est tout à fait anormal pour un Américain de dire ou de penser que les races sont des constructions sociales. Toi, Geoffrey, tu avais cette impression aussi que c'était un truc typiquement européen? Je crois que la Constitution américaine protège davantage la liberté d'expression, mais je sais que sur le plan du gauchisme, de l'emprise du gauchisme, ils sont au moins aussi avancés que nous. Oui, je crois que par rapport à la France, les Américains sont plus capables de prononcer le mot race. Je sais qu'au moment où on a traduit mon livre qui est titré en français et l'Amérique de la diversité, on a hésité d'employer le mot race parce qu'on m'avait expliqué qu'en France, il y a une mauvaise sensation. Et il est vrai qu'on utilise très facilement le mot race. On compte le nombre de gens de différentes races aux États-Unis. Mais je crois que c'est ici où on avait établi l'idée que cette conception de race, c'est purement psychologique, sociologique. Et on peut avoir du racisme même si la réalité de la race n'est pas biologique. Si je ne me trompe pas, c'est une de nos inventions nocives qu'on est en train d'exporter dans le monde entier. Par rapport en ce qui concerne la liberté d'expression, il est vrai, aux États-Unis, on ne va pas en tôle pour dire quoi que ce soit. Mais comme vous savez très bien, les pouvoirs des plateformes logicielles qui sont maintenant nos moyens de nous exprimer sont dirigés, contrôlés par la gauche, au point où moi, j'ai perdu il y a longtemps mon compte Twitter, il y a longtemps ma chaîne YouTube, et maintenant je viens de perdre mon compte Instagram. Et permettez-moi de vous interrompre parce que j'ai une bonne nouvelle pour vous. Est-ce que vous savez que Elon Musk a racheté Twitter aujourd'hui? Ah non, mais le processus de reprendre un compte Twitter, ça sera lent. Et l'achat n'est pas formalisé. Et ce qui me surprend quand même un peu, mon compte Instagram, je ne l'utilisais pas du tout pour des raisons politiques. J'ai changé des photos avec les membres de ma famille, et c'est tout. Mais parce que je suis une personne méchante, parce que je prends les problèmes raciaux d'une manière dissidente, alors je suis défendu d'avoir un compte Instagram ou même un compte PayPal. PayPal aussi, je ne faisais rien du tout, point de vue politique. Je faisais des achats et parfois des ventes en ligne, mais parce que je dis des choses qui sont hétérodoxes, je n'ai pas le droit de m'exprimer. Alors, de ce point de vue-là, nous sommes obligés de faire recours aux plateformes un peu plus marginaux, ce qui réduit nos capacités de dire ce qu'on veut dire. Tout de même, il y a beaucoup de monde qui arrive à nous trouver. Et c'est même surprenant. Parce que les algorithmes sur Google ont une très grande réussite
à supprimer nos pages Internet. Il est difficile de nous trouver, mais pas impossible. Et de plus en plus, les Américains et même les Blancs qui habitent à l'étranger font l'effort de trouver quelque chose de dissident parce que de plus en plus, ils comprennent que ce que nous sommes obligés de croire, c'est vraiment, vraiment faux. Et on peut se réjouir du fait que nous sommes toujours capables de faire notre propagande, si vous voulez, en dépit des obstacles qui sont érigés par nos maîtres. Est-ce que, je voudrais vous poser une question à tous les deux, est-ce que vous ne pensez pas qu'au fond, nous sommes dans des sociétés de croyances et que, comme on ne parvient jamais à croire quelque chose tout seul, il faut toujours être en groupe pour croire quelque chose. La croyance est toujours un acte de groupe. Est-ce qu'au fond, est-ce que nous ne sommes pas les derniers reliquats, les derniers représentants des sociétés religieuses avant, je l'espère, de pouvoir passer à autre chose, des sociétés plus intelligentes, plus pragmatiques, plus réalistes? Euh, qu'est-ce que vous pensez de cette hypothèse? Est-ce que, au fond, la réaction de la société face aux gens qui disent la vérité n'est pas la réaction d'une société religieuse qui veut conjurer quelque chose, qui veut conjurer une vérité, qui fait du mal à sa croyance? Si je peux répondre, si bien sûr on est dans la démonstration de la puissance de l'idéologie sur la réalité, c'est impressionnant. Après, ça s'est déjà produit dans l'histoire finalement. Moi je suis athée, la religion en tant que telle, c'est une sorte d'illusion collective, une croyance collective. Le communisme aussi l'a été. Le communisme a pu avoir une emprise sur des esprits d'Europe de l'Ouest, d'intellectuels censés être plus intelligents et plus clairvoyants que la moyenne. Donc c'est pas surprenant. Je suis d'accord avec vous deux et je crois que, au moins aux États-Unis, en Europe, dans la mesure où on perd la religion chrétienne, on est plus apte à croire à ces autres choses, le communisme par exemple, ou le wokisme. Et ça me fait réfléchir, j'en suis pas du tout certain, mais peut-être l'homme en général et certainement l'homme de l'Occident. Il a besoin d'avoir une croyance, quelque chose qui lui donne la possibilité d'exercer une sorte de foi. Et je crois qu'il est vraiment indubitable que les croyances du wokisme sont quelque chose qui existe en dépit des faits. Et si on revient à cette question de l'existence de races, on peut très bien voir les enfants des Africains sont des enfants africains. Les enfants des Européens sont des Européens. Et comment pourrait un tel phénomène ne pas être biologique? Et comme je dis souvent, l'idée de la non-existence de race est quelque chose de tellement bizarre, tellement stupide, que seulement les gens très intelligents pourraient se convaincre de la réalité de ce phénomène. Je trouve cette phrase très intéressante. En effet, parce que ce que vous dites rejoint un constat que l'on peut faire, c'est que il existe un mouvement qui est normalement qu'on peut estimer être issu de la science, qui s'appelle la zététique. Je crois que en anglais ça s'appelle skepticism. Oui. Et ce mouvement zététique qui vient du grec zétein, qui veut dire douter, l'art de douter, de mettre en doute les affirmations. Ce mouvement essaye de montrer nos biais cognitifs dans de nombreux domaines. Mais il existe un domaine dans lequel, en Europe, comme j'imagine peut-être aux États-Unis, vous nous direz si c'est le cas, la zététique s'arrête net elle s'arrête d'être scientifique et elle devient une croyance elle aussi, elle se soumet à une croyance. Ça correspond à ce que j'appellerais le scientifiquement correct. Et elle se met à répéter en fait, l'évangile antiraciste qui explique que les races n'existent pas. Donc c'est vrai que c'est assez étrange parce qu'on demande en quelque sorte au microscope, puisque ça se passe à l'échelle microscopique, de nous dire que les races n'existent pas et que ce que nos yeux voient est une illusion. Pourtant, si on disait que la beauté d'un visage humain n'est pas réelle parce qu'on ne la voit pas au microscope, tout le monde pourrait se réveiller et dire que c'est stupide.
parce que ce que l'on a sous les yeux ne se voit pas forcément au microscope. Bon, là, il se trouve que, en plus, la science, lorsqu'elle n'est pas idéologique, confirme tout à fait l'existence des races, mais il existe une science idéologisée qui doit se mettre à genoux devant l'évangile du scientifiquement correct Oui, et nous faire croire, nous expliquer ça. Voilà, je trouve ça, parce que votre propos m'a fait penser à ce phénomène. je dirais que c'est tout à fait exact. Il y a des gens qui sont très intelligents, qui comprennent bien, avec beaucoup de subtilité, des questions qui n'ont rien à voir avec la race. Mais lorsqu'il s'agit de questions politiques, raciales, alors ils deviennent imbéciles. Et c'est de plus en plus le cas avec les questions de sexe. Récemment, il y avait une vidéo qui était titrée « Qu'est-ce que c'est qu'une femme ?» Alors, on pose la question à beaucoup de gens et ils ne sont pas capables de vous répondre. Et maintenant, ça aussi, c'est absolument étonnant à quel point les réalités qui datent de milliers et des milliers d'années, les gens refusent d'être capables de les accepter. Mais encore, c'est dans quelques domaines limités. Heureusement, ce genre de stupidité artificielle et auto-établie n'est pas universel. C'est seulement dans les domaines de wokisme. Mais le domaine de wokisme est en train de s'étendre de plus en plus. Mais c'est exactement comme vous dites, c'est une idéologie qui a une force de religion. Et je ne sais pas exactement, c'est quelque chose qui m'a tracassé depuis le début de ma carrière dans ce domaine. Comment est-ce qu'on persuade les gens qui sont effectivement des exaltés religieux avec des faits? Et ça marche difficilement. Voilà notre grand défi, il me semble. D'ailleurs, je voudrais vous poser une question. Vous êtes introduit en disant finalement que lorsque vous avez pris conscience du péril auquel on fait face, vous avez quelque part, vous avez déposé les armes, c'est-à-dire vous avez cessé de vous intéresser à peut-être d'autres sujets qui vous auraient intéressé. Peut-être que vous auriez pu faire une œuvre sur le Japon, par exemple, puisque vous avez vécu là-bas. Et donc ma question c'est, comment se fait-il que si peu d'hommes ayant fait des études supérieures notamment, si peu d'hommes s'intéressent à ce sujet qui pour nous est évident et crève les yeux, et je n'arrive pas à comprendre, enfin j'aimerais savoir comment vous l'expliquez. Il y a un phénomène aux États-Unis, et peut-être c'est pareil en France. Il y a une tendance pour les gens qui ont fait beaucoup d'études supérieures d'avoir acquis ces croyances bizarres et invraisemblables. Ceux qui n'ont pas fait l'université aux États-Unis, normalement, ils ont une compréhension des questions politiques, raciales, plus solide. Un camionneur, il sait très bien qu'est-ce que c'est qu'une femme. Il sait très bien qu'est-ce que c'est qu'un noir. Il ne se fait pas d'illusions dessus. Mais on dit qu'un des buts des études universitaires en Amérique actuellement, c'est de bourrer les crânes des étudiants avec ces idées impossibles. Et il y a quand même, tout de même, une grande réussite. Mais un des résultats de ces processus, c'est que les intellectuels américains sont plutôt à gauche. Et les intellectuels, de plus en plus, ils ont un très grand mépris pour les gens qui n'ont pas fait les mêmes études parce qu'ils ne sont pas d'accord. Et voilà une des raisons pour laquelle on critique quelqu'un comme Donald Trump. Il est soutenu par les cols bleus, les ouvriers, les gens qui n'ont pas fait l'université. Et voilà preuve du fait que c'est un charlatan, c'est un type qui n'a pas les qualités nécessaires d'être président. Parce que voilà, vous n'avez qu'à regarder les gens qui soutiennent Donald Trump. Alors, on dit qu'il y a entre un homme de gauche et un membre du Ku Klux Klan, il n'y a de différence qu'au niveau du discours, mais que dès qu'il s'agit des choses sérieuses, à savoir où construire sa maison
et où envoyer ses enfants à l'école, les modes de vie se ressemblent. Est-ce que, heu, est-ce que finalement, ce qui sépare ces 2 catégories de blancs qui, éprouvent du mépris l'une pour l'autre, ce ne serait pas la peur finalement? Est-ce que les blancs, disons, de la classe, supérieure, n'ont pas plus à perdre? Est-ce que le risque d'être socialement banni, d'être mis à l'index, ne coûte pas plus cher encore lorsqu'on est monté haut dans la société? Est-ce que ça pourrait expliquer en partie le fait que les blancs, qui ont un haut quotient intellectuel, soient plus soumis encore apparemment à cette disposition d'esprit, comment dire? Cette absence de lucidité? Oui, la punition risque d'être plus grande pour eux qui ont plus à perdre. Tout de même, je crois qu'il y a d'autres motivations. Alors, il se trouve que la sensation indignation légitime, ça stimule les mêmes endroits du cerveau que stimulent les drogues narcotiques. L'idée qu'on soit supérieur, surtout moralement, aux autres, ça devient une sensation de dépendance quasiment physiologique. Et on voit ça vraiment partout en Amérique. La joie des intellectuels de gauche qui ont trouvé quelqu'un qu'ils considèrent un véritable raciste. Oh là là là, c'est vraiment, on fait la fête, c'est merveilleux. On a trouvé un vrai malfaiteur, quelqu'un qui donne réalité à leur fantaisie d'une société totalement raciste. Et en même temps, il y a quelque chose de très important à ne pas oublier. En Amérique, la manière d'être un blanc bien pensant, ça n'oblige pas d'actes, ça n'oblige que de paroles. Et vous avez évoqué cette hypocrisie quand vous avez parlé des endroits où ils habitent, où les écoles auxquelles ils envoient leurs enfants. C'est vraiment curieux. La vertu suprême en Amérique, c'est-à-dire être non-raciste ou antiraciste, n'oblige aucun acte. Ça n'oblige que des paroles. Et pour cette raison-là, c'est relativement facile d'être un blanc vertueux parce que on peut vivre parmi les blancs, on peut côtoyer les blancs et chez les soirées, on peut n'inviter que des blancs, peut-être ici ou là, un noir ou un hispanique ou même un asiatique. Mais c'est ça une des grandes contradictions. On peut être puni non pas vraiment pour les actes, mais pour les paroles en Amérique. Bien sûr, si on a des actes racistes, mais les actes vraiment carrément racistes, ils sont extrêmement rares en Amérique. On trouve très peu de blancs qui s'attaquent aux noirs parce qu'ils sont noirs. Et voilà pourquoi en Amérique, si on a un événement comme la mort de George Floyd, où ces criminels noirs qui sont morts aux mains de la police. Oh, ça, c'est le grand événement de la décennie. Je crois que c'est pareil en France. Si vous avez un criminel arabe, qui est mort en détention à la police, ça, c'est un scandale énorme. Mais c'est quelque chose qui est, la plupart du temps, il y a une explication tout à fait normale. C'est un criminel qui a résisté à l'arrestation, il s'est attaqué aux gendarmes et il est mort parfois, peut-être dans les conditions peut-être un peu douteuses, mais pour des raisons qui sont plus ou moins compréhensibles. Mais voilà, les actes racistes en Amérique sont rarissimes. Et voilà pourquoi, et ça c'est quelque chose qui vient de soi avec l'idée d'une société raciste où les Noirs ont toutes les mêmes capacités des Blancs.
Voilà pourquoi on invente l'idée du racisme systématique ou institutionnel. On ne trouve pas de vrais racistes. Alors, comment expliquer que le racisme est un obstacle pour surtout les Noirs? Alors, si on ne trouve pas d'individus racistes, on trouve des institutions ou des systèmes racistes, même si on n'arrive même pas à décrire concrètement comment un tel système est vraiment raciste. Oui, c'est du complotisme, finalement. Oui, c'est du complotisme. Oui, souvent, nous qui parlons du grand remplacement, en Amérique, la gauche est obligée de dire «Oh, c'est un complot, ce sont des complotistes, il n'y a pas de grand remplacement». Mais vraiment, cette idée du racisme des sociétés occidentales, comme vous dites, et je vous remercie de l'avoir évoqué, ça c'est probablement le plus grand complot ou le plus grand complotiste de notre époque. C'est très intéressant cette vision des choses. Donc, si je reviens sur ce que vous disiez au tout début, à savoir cette idée que le cerveau des gens de gauche est presque drogué à cette sensation d'avoir toujours raison. Oui, Au fond, ça devient très difficile de désintoxiquer ces gens. voilà. Est-ce que, est-ce que le fait, parfois on dit que quand on comprend son conditionnement, eh bien, ça aide à s'en libérer. Est-ce que le fait d'avoir expliqué pendant toutes ces années, avec beaucoup de pédagogie, les mécanismes de la société qu'on appelle antiraciste, mais qui est aussi une société auto-raciste envers les Blancs, est-ce que ça vous a permis de désintoxiquer certaines personnes qui vous avaient écouté? Est-ce qu'il est arrivé que des gens viennent vers vous en vous disant écoutez, je vous remercie, vous m'avez ouvert les yeux et vous m'avez permis de changer de camp en quelque sorte. Oui, ça m'arrive, et ça me fait ça me donne une grande satisfaction. Mais je pose souvent la question, qu'est-ce que j'ai dit exactement qui vous a convaincu? Oui. Et ils ont mal à répondre. Et moi, je crois que c'est pas forcément moi Mmh. qui les pousse dans le bon sens. D'accord, C'est ce qu'ils regardent autour d'eux. d'accord. Et quelqu'un m'a dit quelque chose, c'était au moment où j'ai commencé à me poser des questions, je vous ai découvert. Ah oui, oui. Et je vous remercie d'avoir été là pour que je puisse vous découvrir. Ça, c'est pas tout à fait la même chose. Je crois que les gens, il faut qu'ils comprennent petit à petit que non, ça va pas. Il y a une contradiction. Non, ça cloche. C'est pas vraiment la réalité que je vois avec mes yeux. Et ils commencent à chercher autre chose. Mais pour devenir vraiment un réaliste racial soi-même, ou à cause de ce qu'on vous dit, les paroles, c'est très difficile. C'est très difficile. Normalement, il y a une certaine expérience, un certain aperçu qui viennent tout seul. Et c'est ça le point de départ. Ouais, c'est particulièrement important d'être là, à ce moment-là, pour ne pas laisser parce que, en fait, le discours sur le réalisme racial n'est pas le seul sur lequel pourraient tomber ces gens. En France, nous avons, disons des intellectuels, qui tiennent un discours plutôt anti-système et effectivement, c'est un risque parce que lorsque les gens commencent à s'éveiller et à se dire, comme vous venez justement de le dire, que quelque chose ne va pas, eh bien, il y a pas mal de dissidents, en quelque sorte. Il y a une concurrence des dissidents et les gens qui tiennent un discours sur le réalisme racial sont en quelque sorte concurrencés par, ce qu'on appelle ici les dissidents anti-système et qui, eux, leur tiennent un tout autre discours. C'est-à-dire, c'est une sorte de valise dans laquelle on met un peu de tout, on met toutes les protestations ensemble et on dilue tout ça pour que, à la fin, il ne reste qu'une sorte de colère dans laquelle tout est un peu jeté au feu. Et on va parler de tous les sujets des sujets d'actualité qui mettent les gens en colère. Mais à la fin, le réalisme racial n'a jamais été abordé. Geoffrey, est-ce que ça t'inspire Je ne sais pas quoi dire de plus. En fait, je ne vois pas d'équivalent. Je connais pas assez la situation américaine pour en parler, mais je dirais que il y a beaucoup d'influenceurs de droite
par exemple, qui vont parler du problème de la dévirilisation des hommes, qui peut être un problème intéressant, qui vont parler de plein de problèmes, mais qui effectivement n'abordent jamais le cœur du problème, le cœur du tabou, qui est les différences raciales, et qui est ce qui explique de façon bien plus simple, bien plus élégante, les choses. C'est vrai, c'est vrai. Alors, je vous pose dans ce cas-là la question sur la société française. Est-ce que les tabous et les censures sont plus forts à l'égard des questions raciales par rapport aux questions de dévirilisation, par exemple, les autres choses qui rendent furieux les Français? Je suppose que c'est quand même le cas, que Oui, oui, bien sûr, c'est le sujet le plus tabou. Pour moi, c'est vraiment le sujet. Même quelqu'un qui aurait un discours antisémite aurait moins de problèmes en fait à tenir ce discours, comme par exemple l'humoriste Dieudonné avait un tel ah oui, discours. oui. Finalement, il a pu continuer à exister, tandis qu'un discours revendiquant l'évidence biologique des différences raciales humaines est complètement inaudible. Ouais, je confirme. Je confirme. Non, non, je vous laisse la parole. J'approuve les propos de Geoffrey. Alors après, peut-être que, après c'est moi qui pars en freestyle, mais il est possible qu'à un moment donné, étant donné les progrès scientifiques, ce qu'on voit aujourd'hui comme une barrière infranchissable, à savoir la différence raciale, la différence de QI, etc., un jour, dans 10 ans, 20 ans, on ait les moyens technologiques d'y remédier. Et donc, à ce moment-là, peut-être que parler des différences raciales ne sera plus un problème. On en parlera comme d'une inégalité. On dira, vous voyez, il y a des inégalités à corriger. En fait, on reprendra le logiciel de gauche pour parler d'un problème qui est historiquement de droite. Si ce jour arrive, la gauche nous jurera les yeux dans les yeux qu'elle n'a jamais nié l'existence des races. C'est possible. Oui, comment avait-on parlé si frénétiquement de racisme sans reconnaître l'existence de race? Oui, c'est ce qu'ils vont dire. Mais oui, Geoffrey, je crois que ce que vous évoquez, c'est très intéressant. Si les recherches biologiques deviennent vraiment incontrovertibles, et on dit, bon, voilà, voici les gènes qui sont associés à l'intelligence, et ces gènes ne sont pas distribués d'une manière égale entre toutes les races du monde. Oui, le discours de gauche, ça serait dire, bon, alors, c'est pas leur faute. S'ils sont criminels, s'ils sont pauvres, c'est pas du tout leur faute. C'est la loterie génétique. Tout à fait. Et donc, la discrimination positive, enfin, c'est ce qu'on dit en France, mais on peut qualifier ça tout simplement de discrimination. Discrimination en faveur des Noirs et chez nous, des Hispaniques, chez vous, peut-être les Maghrébiens, ça doit continuer. Mais tout de même, je crois qu'il y aura une différence. Si vous expliquez à un groupe de blancs, de mères de famille blanches qui habitent en banlieue, alors on va établir des logements peu chers pour que les Noirs du centre-ville vont pouvoir vivre dans un environnement plus agréable. Alors, il est vrai, ils sont moins intelligents. Il est vrai, et ils sont peut-être criminels. Il est vrai que quand ils arrivent dans votre école, ils vont brutaliser vos enfants. Mais ce n'est pas leur faute, c'est une question de génétique. Moi, je parie que les mères de famille blanches ne vont pas accepter ça. Tandis que si on vous dit, alors, c'est votre faute, alors ils sont criminels, les notes sont mauvaises en école parce que le racisme que vous soutenez, même inconsciemment, c'est une argumentation différente. Et si on dit alors, ils sont comme ça, mais ce n'est pas leur faute. Alors, la mère de famille, elle va dire non, on n'accepte pas. Nous, on n'accepte pas, et ça aussi, c'est pas notre faute. On est génétiquement comme ça, on va protéger notre famille et nos enfants. Ça sera un discours plus difficile pour la gauche. Vous dites quelque chose de très important, je te donne la parole tout de suite après, Geoffrey, c'est en parlant des mères de famille, moi je pense qu'il ne faut jamais chercher à convaincre tout le monde. Il faut toujours chercher à convaincre une partie précise de la population. Et à mon sens, les mères de famille sont très puissantes lorsqu'il s'agit de convaincre leur entourage quand ça touche
aux enfants. Donc, selon moi, vous savez, c'est un petit peu comme la défense du domicile. On dit que quand on est cambriolé la nuit, il faut jamais défendre sa maison, il faut défendre juste une pièce, celle où on se trouve avec sa femme et ses enfants. Eh bien, je pense que peut-être, vous me direz qu'est-ce que vous en pensez, quand il s'agit de l'opinion, il ne faut pas s'attaquer à toute l'opinion. Je pense qu'il faut sélectionner dans l'opinion une certaine catégorie de population qui a de l'influence autour d'elle. La mère de famille, je pense, est une cible, entre guillemets, très importante parce qu'on peut lui faire comprendre les choses sérieuses, c'est-à-dire quand ça va dans le dur, dans le concret, à savoir les enfants, leur éducation, le lieu de vie. Là, la théorie perd de sa puissance, l'idéologie perd de sa puissance. Mais c'est marrant parce que tel qu'on décrit ce tableau, tel que Jared Taylor le décrivait, j'ai vraiment l'impression que le 21e siècle, pour l'homme blanc, ça me fait penser un peu au film Running Man avec Schwarzenegger. On a l'impression que l'homme blanc est dans une sorte de jeu comme ça, où il y a une foule cruelle qui le regarde se faire poursuivre par des gladiateurs malveillants, quoi, qui sont les médias, l'idéologie de gauche. Et on a l'impression que le 21e siècle est un peu le siècle test pour l'homme blanc. Oui, si je ne me trompe pas, c'était pendant les années 90 que le Français Guillaume Faye, que j'ai connu, que j'ai beaucoup admiré, il a dit que si la génération des hommes blancs dans les vingtaines actuellement n'agissent pas, alors tout est fini, tout est perdu. Et j'espère qu'il n'a pas été trop pessimiste, mais notre siècle actuel, oui, ça sera probablement le défi le plus grand que notre peuple n'a jamais confronté. Et on peut parler des grandes batailles de l'histoire, contre les musulmans, contre les Perses, contre les Asiatiques. Mais ça, on n'avait pas du tout perdu un sens d'unité, un sens de peuple, un sens de lutte, une volonté de lutte. Et c'est ça qui est différent cette fois-ci. Le fait que l'homme blanc a été vraiment mentalement émasculé d'une manière que nos ancêtres n'auraient jamais pu imaginer. On voit absolument sans cesse les hommes blancs qui comprennent que tout ce qu'on leur raconte, c'est faux. Par exemple, il y a 10 ans, 20 ans, où j'avais quand même l'occasion de temps en temps de faire des discours aux universités. Maintenant, c'est quasiment impossible. Les portes sont totalement fermées contre moi. Mais à la fin de mon discours, je ne peux pas vous dire combien de garçons m'approchaient pour dire « Oh, c'est excellent ce que vous dites, c'est vraiment bien qu'il y a quelqu'un qui le dise. » Et moi, je disais « Mais vous aussi, vous pouvez dire la même chose. »« Oh non, pas possible. » Et pour moi, il est fascinant d'imaginer, il n'y a aucun moyen de savoir combien de gens qui, à l'apparence, sont entièrement subjugués à ces orthodoxies, mais qui comprennent quand même que ce n'est pas le cas, mais ils n'ont pas le courage. Et c'est ce manque de courage qui est étonnant quand on parle au conflit du passé. Et le propre de l'homme civilisé est d'être un homme domestiqué, relativement domestiqué. Oui. Donc, oui. À la fois, c'est étonnant parce que ça atteint un degré qui est irréel. Oui, inimaginable. Est-ce qu'on est vraiment la même espèce qui s'est battue entre Nord et Sud pendant la guerre Nord-Sud aux États-Unis? C'était des gens très, très, très courageux des deux côtés. Où existent ces gens maintenant? Il est vrai que maintenant la lutte est plus difficile. Quand on porte un uniforme, quand on porte une arme, quand il y a un ennemi en face, l'homme blanc, même maintenant, probablement, il saurait comment utiliser son arme. Mais quand l'ennemi en face est quand même le même groupe, c'est souvent les élites de notre propre société. Comment agir? C'est bien plus difficile. Et je connais des militants qui disent « Moi, je suis prêt à mourir pour notre race. » Ok, mourir.
c'est relativement facile pour nous travailler pour l'homme blanc, travailler pour notre race. C'est bien plus difficile parce que le combat est flou. L'ennemi est souvent nos familles, nos confrères. C'est une situation extrêmement difficile. Et donc, je peux très bien parler comme si je mépris les hommes blancs de notre génération, mais il faut l'admettre, la situation est plus difficile. Et si on parle franchement, on risque de perdre son boulot. Et ce n'est pas tout le monde qui peut se permettre de perdre du boulot. Il y a des complications, ce n'est pas simple. Ce n'est pas comme on est en guerre et l'ennemi est direct en face et on sait exactement quoi faire. Notre situation est plus difficile et bien plus grave. Pour illustrer ce que vous venez juste de dire, je fais une petite citation de votre un petit extrait de votre livre If We Do Nothing. Si nous ne faisons rien, la nation que nous laisserons à nos enfants et petits-enfants sera un échec désolant. Nous laisserons un pays du tiers-monde dans lequel les Blancs seront une minorité méprisée. La civilisation occidentale ne sera plus qu'un faible écho, vilipendée, si tant est qu'elle soit encore audible. Il n'y a pas de tragédie qui soit à la fois si grande, si contre nature et si inutile. C'est la crise qui est en face de nous. Et comme j'ai dit au début, je considère mon travail d'ouvrir les yeux à nos camarades blancs. Et c'est un travail bien plus difficile que je n'imaginais il y a 30 ans quand j'ai commencé. À l'époque, je me suis dit, alors les gens qui prennent notre position, ce sont des gens un peu grossiers, à veut dire des Ku Klux Klan, des néo-nazis, des gens qui ne savent pas vraiment comment présenter les faits. Et on n'a qu'à expliquer ce qui se passe d'une manière un petit peu plus subtile, intellectualisée, un petit peu gentiment, et tout va aller comme sur des roulettes. Alors, je me suis trompé terriblement. C'est bien plus difficile que ça. Et je n'imaginais pas aussi à quel point tous les moyens d'auto-expression que nous a donné l'Internet seraient progressivement fermés à nous. Mais j'ai une certaine consolation dans la mesure où maintenant les grandes plateformes sont fermées aux dissidents, pas seulement sur les questions de race, mais sur la question de sexe et identité sexuelle, et aussi sur des questions de Covid. Il y a des dissidents Covid, il y a des dissidents qui ne disent pas qu'un homme peut avoir des enfants, etc., etc. Et plus on élargit les domaines de dissidence qui doivent être censurés, Très juste. plus on va chercher ailleurs. Et en cherchant ailleurs, on tombe sur les gens comme nous. Oui, en allant trop loin dans la censure, le système finit par fragiliser l'efficacité de sa censure Oui. et donne aux gens envie de vraiment en avoir marre, quoi. Est-ce que les élections récentes en Italie, qui ont porté au pouvoir Giorgia Meloni, qui est désormais Premier ministre italienne, est-ce que ça vous a redonné espoir? Oui, Je m'adresse aussi bien à Geoffrey que... oui. Peut-être Geoffrey peut nous dire ce qu'il en pense. Vous êtes tous les deux des Européens, alors. Bah, évidemment, je vois ça positivement, mais je n'ai pas assez de connaissances sur cette Giorgia Meloni, sur sa capacité à impacter les choses, sur son degré de motivation, sur sa volonté, pour vraiment avoir une opinion utile. Oui, enfin, c'est quand même quelqu'un qui a l'air d'être un peu plus courageux sur les questions qu'on a évoquées que la plupart des leaders, des potentiels leaders français. Ça, c'est une première Oui, remarque. ça montre une certaine, on va dire, une certaine santé mentale politique chez les Italiens. J'attends de voir, j'aimerais vraiment. Alors, j'attends de voir, qu'est-ce que j'attends de voir? Il faut parler précisément. Bah, j'attendrai de voir d'abord, est-ce que elle permet un contrôle du flux migratoire en Italie plus important? Est-ce qu'elle commence à expulser tous les criminels, sans même parler d'une rémigration? On en est déjà au balbutiement, mais si ça arrive, eh ben, ce sera un excellent signal pour les autres, on va dire, nationalistes, entre guillemets, européens. Oui, ce qu'il faut, en fait, c'est un petit peu ce qu'on appelle la méthode de
de l'escargot, c'est-à-dire en fait on commence petit et puis après on augmente, on fait comprendre aux gens que ce qui leur semblait totalement impensable est en réalité tout à fait à la fois possible et moralement absolument défendable. Et puis petit à petit, le public finit par trouver ça normal. Les gens, en fait, qui ont tendance à s'effrayer pour peu de choses, je pense, finissent par comprendre qu'en réalité, il s'agissait simplement ils avaient peur de leur ombre. Je ne sais pas si en France, une telle réussite politique est pour demain. Parce que la configuration est quand même assez différente, le peuple n'est pas le même, les blocages sont plus forts et peut-être aussi que les compétences politiques ne sont pas vraiment réunies dans les équipes, à la fois du côté du Rassemblement national, mais aussi à la fois du côté de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, qui semble, pour avoir un petit peu mis un orteil dans la campagne présidentielle d'Éric Zemmour, j'ai pu voir qu'il n'était pas du tout évident de faire entendre des remarques de bon sens. Pour avoir milité longtemps dans le parti, dans le Front National, et j'ai pu voir aussi qu'il n'était pas toujours facile de faire entendre certaines évidences. Donc, oui, les Italiens font plus espérer que les Français, c'est certain. Enfin, c'est l'avis qu'on peut avoir vu de France, en tout cas. Moi, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'électorat italien a voté pour les frères d'Italie, au dépit du fait que, sans doute, en Italie aussi, on leur a dit un millier de fois que voilà une fasciste. Alors, ils se sont dit, bon, on s'en fiche, alors on va voter quand même. Alors, je ne sais pas si Giorgia Meloni sera une grande déception à la fin. C'est souvent le cas. Les gens qui arrivent et les supporters comme nous ont beaucoup d'espérance. Mais une fois au pouvoir, la vie est compliquée. Il y a toutes sortes de difficultés et ils font des compromis que nous trouvons décevants. C'est pratiquement toujours le cas. Matteo Salvini, j'aime toujours Matteo Salvini, mais si ces gens-là ne font pas de compromis, ils font des bêtises. Salvini, on l'avait attrapé, il était en train de faire des choses assez compromettantes. On l'a filmé subrepticement. Les gens, quand ils ne sont pas courageux, parfois, ils font des bêtises. Et ça me fait réfléchir à quel point la personnalité des gens est si importante. Prenons le cas de Donald Trump. Il a de bons instincts, mais je crois qu'il ne pense pas systématiquement sur les questions de race ou de l'avenir de l'homme blanc ou de l'Occident comme nous, on pense. Mais il était de très mauvais caractère. Il avait beaucoup de défauts de personnalité et de morale. Si on pouvait imaginer, peut-être à l'heure actuelle aux États-Unis, c'est pas possible, mais si on peut imaginer quelqu'un avec la personnalité et le moral d'un George Washington ou un Robert Lee, des gens comme ça. Mais les gens comme ça, s'ils existent, ils n'entrent pas en politique, ils ne font pas la politique. La politique, c'est pour les acteurs, pour les gens qui se mettent en avant d'une manière vulgaire. Et peut-être c'est ça un des grands défauts de la démocratie. Les gens qui se mettent en avant ont une personnalité qui ne va pas avec une sagesse, avec une grandeur d'esprit. Et de temps en temps, on a peut-être... j'ai rencontré Éric Zemmour une fois seulement, et je ne sais pas comment il est en tant que personnalité, mais au moins, il m'a donné l'impression que même en tant que politicien ou politicien aspirant, il n'a pas compromis, il n'a pas fait de compromis, il n'a pas mis de l'eau dans son vin, il a gardé son propos comme il avait toujours fait. Et ça m'a beaucoup encouragé, mais voilà, les résultats pour lui étaient décevants. Je voudrais vous poser une question, Jared Taylor. Si on se projette dans un univers fictif, si vous aviez été
le conseiller de Donald Trump, quelle aurait été votre première suggestion? Qu'est-ce que vous lui aurez conseillé de faire en tout premier lieu? C'est une question difficile. Alors, à part les questions plus globales, à comment penser de l'avenir des États-Unis, comment penser de la démographie, les choses que probablement il n'a jamais considérées. Je lui dirais tout d'abord abolir le droit de la citoyenneté. Qu'est-ce qu'on dit? Jus soli en français? Oui. Enfin, c'est de latin. Le fait qu'ici en Amérique, même l'enfant d'un immigrant clandestin a le droit de la citoyenneté américaine. C'est quelque chose que je crois que le président des États-Unis, avec un décret, il pourrait abolir. Enfin, bien sûr, ça sera disputé dans les cours. Mais c'est quelque chose qu'il aurait pu faire. Il aurait pu faire ça et il a même promis de le faire. Mais il n'a pas fait. Ça, c'est un tout petit détail. Mais je crois qu'aussi, c'est peut-être quelque chose d'inimaginable, mais c'est une fantaisie pour moi qu'un grand homme politique américain dise un jour, voilà la raison pour laquelle les Noirs n'avancent pas dans la société américaine, c'est parce que eux, ils ont un QI moyen de 85, tandis que les Blancs ont un QI de 100. Alors, ça a provoqué, vous pouvez imaginer, la tollée médiatique. Mais on serait obligé de quand même trouver des spécialistes qui auraient dit oui, c'est le cas. Et le président n'a même pas besoin de dire si c'est question environnementale ou question de génétique, mais tout simplement dire il y a une différence de capacité. Voilà. S'il y a quelqu'un vraiment à la tête de la société américaine qui oserait dire ça, ça serait vraiment un grand bond en avant parce que ça provoquerait une discussion qu'on n'a jamais. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Des fois, simplement en provoquant le débat, Oui. on a l'impression que c'est un peu un explosif face à un rocher, quoi. Et effectivement, ça pourrait être une excellente mesure pour démarrer une effervescence qui est nécessaire. Geoffrey, une question. Si j'étais président, qu'est-ce que tu me conseillerais de faire en tout premier? Je serais comme Machiavel, je te conseillerais je te conseillerais de déterminer comment faire pour garder le pouvoir. Parce que d'abord, c'est la chose la plus importante. Parce que voilà, comprendre comment faire pour garder et accroître ton pouvoir. Et ensuite, évidemment, eh bien, moi, je ferais une constitution basée sur des critères de rémigration raciale, tout simplement. Je garderais les Blancs et les Asiatiques. Geoffrey, en fait, Je garderais les Blancs, les Asiatiques de l'Est, les Juifs, et éventuellement, pourquoi pas des ingénieurs de haut niveau scientifique venus d'Inde, par exemple, si on peut être. Alors moi, je suis plus, tu vois, je suis plus généreux que toi. Mais Geoffrey, je comprends exactement ce que vous voulez dire. Mais tout de même, n'est-ce pas que c'est le grand risque de chaque personne qui a des idées dissidentes, qui arrive au pouvoir? Il se dit tout d'abord, il faut garder le pouvoir. Et ensuite, il fait un compromis après compromis. Et n'est-ce pas que c'est peut-être un peu ce qu'a fait Marine Le Pen? Je ne sais pas ce qu'elle croit vraiment. Mais une fois qu'elle a l'impression qu'elle va réussir, elle commence à dire des choses que pour les militants, c'est vraiment une trahison. Et j'avoue, c'est une question d'équilibre qui est extrêmement difficile. Si on n'est pas au pouvoir, on ne peut rien faire. Pour arriver au pouvoir, peut-être il ne faut pas dire tout ce qu'on croit. Et une fois au pouvoir, on ne peut pas faire le tout de suite. On commence à grignoter petit à petit. Non, mais c'est une question, mais ça me surprend un peu que votre conseil est si machiavélique tout de même. Oui. Pour Marine Le Pen, je pense qu'elle n'a pas de vision, en fait. Un peu comme Trump, différemment. Trump, c'est comme vous dites très bien, il a un instinct, c'est une bête politique. Mais Oui. Marine Le Pen, je ne sens pas qu'elle a de vision. Donc elle a pas mal, enfin, elle a quand même évidemment un ressenti, une notion sur la catastrophe de l'immigration-invasion, mais alors que Zemmour, lui, il a quelque part un peu trop de vision, au sens où il n'a pas été assez capable de remettre en cause certaines parties de son logiciel, un peu trop conservateur aux yeux des Français.
Je vais vous raconter une anecdote sur Marine Le Pen. À l'époque où donc le Front National s'appelait encore Front National. Je crois que c'était en 2011. J'étais encore investi dans la campagne présidentielle à ce moment-là. Donc elle était venue pas loin de l'endroit où j'habitais à l'époque, pour faire une conférence, une réunion et je lui avais demandé: «Pensez-vous pas qu'il serait pertinent, enfin, que pensez-vous de la mesure sur les prénoms?» Qui était encore en vigueur, à l'époque de Gaulle, heu et donc qui stipulait qu'on n'avait pas le droit de donner un prénom, heu, qui ne correspondait pas au calendrier, voilà, enfin le calendrier dont sont issus tous les prénoms français, dont étaient issus tous les prénoms français à l'époque. Et elle m'a dit: «Non, je je ne crois pas que ce soit une mesure pertinente». Elle m'a expliqué pourquoi brièvement et puis bon, on a discuté de choses et d'autres. Et j'ai été très surpris parce que à peu près environ 3 semaines après, elle est passée sur TF1, donc heu, une chaîne pas nationale, mais très très connue en France et face à la journaliste, je crois que c'était au journal de 20h, elle a dit: «Et puis je voudrais revenir sur une chose importante, qui concerne les prénoms. Je pense que si je suis au pouvoir, je reviendrai sur l'ancienne loi qui stipulait qu'on devait prendre des prénoms, issus du calendrier, et qu'on ne pourra plus prendre donc des prénoms d'origine musulmane». Et j'ai été vraiment stupéfait de voir sa capacité à changer d'idée et évidemment, malheureusement, après, elle a rechangé d'idée à de nombreuses reprises sur de nombreux autres sujets. Donc c'était pour répondre un petit peu sur la personnalité de Marine Le Pen qui est effectivement très fluide et très malléable, heu, qui s'adapte beaucoup, en fonction de ce que ses conseillers lui soufflent à l'oreille. Ça, c'est d'autant plus intéressant qu'elle ait changé de la direction de droite. Normalement, on dit peut-être quelque chose un peu plus fort en privé, mais quelque chose de plus mou en grand public à TF1. Mais si on peut revenir à la question de Zemmour, votre système politique est bien différent des nôtres. Et au premier tour, vous avez tellement de candidats. Est-ce que, enfin, j'étais très déçu par le résultat pour Éric Zemmour. Est-ce qu'il est possible qu'il y avait beaucoup de monde qui ont voté Le Pen parce qu'ils n'ont pas cru que Zemmour avait la possibilité de gagner au deuxième tour? Tout à fait, Oui, ou bien si on avait voté pour Zemmour, alors ça serait Mélenchon qui serait au deuxième tour. exactement, Ah, oui, il y a toujours ce genre de calcul, n'est-ce pas? exactement. Et c'est pour cette raison que je me demande si le problème chez Zemmour n'a pas été le fait qu'il n'a pas amolli ou adouci ses propos, mais c'est le système français. Franchement, peut-être je suis trop intégraliste. J'admire les gens qui prennent une position, ils ne cèdent pas. Et j'ai l'impression que c'est ça que Zemmour a fait, à tort ou à raison. Non, 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 effectivement, là-dessus, vous avez entièrement raison. Après les causes de son échec relatif se trouve dans différents endroits, donc il est très difficile de pointer un seul élément. Je pense que c'est impossible. Il y a des éléments qui sont extérieurs à sa communication, Oui, et puis il y a des choses qui sont propres à sa Il y a communication. un élément quand même, très net, c'est que sa dégringolade a coïncidé avec, l'invasion russe de l'Ukraine oui, oui. et alors l'explication alors que par exemple le Rassemblement national n'a pas été impacté de telle manière et donc une hypothèse avancée, c'est que l'électorat de Zemmour est plus bourgeois que populaire et les bourgeois sont plus, donc sensibles aux questions internationales. C'est une des grandes raisons, oui. Oui, n'est-ce pas que Marine Le Pen, en dépit de ses dettes à l'égard d'une banque russe, elle a tout de suite condamné l'invasion, n'est-ce pas? Oui, 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 elle a mieux réagi. Oui, oui. Ah, non, mais cette histoire que vous avez racontée sur Marine Le Pen, ça me fait rappeler à ce que disent tous les gens qui connaissent Donald Trump. Elle est d'accord toujours avec la dernière personne avec qui il a parlé. C'est grave. Oui, c'est très grave. On dit aussi que lui, il ne lit jamais des livres. Il regarde la télé, c'est comme ça qu'il se renseigne. Je ne sais pas si c'est le cas avec la Marine Le Pen, probablement pas.
Mais c'est un type extrêmement superficiel. On ne peut pas compter, il n'est pas solide. Probablement, les choses systématiques auxquelles il avait pensé, c'est le marché d'immobilier de New York et comment baratiner une femme. À part ça, c'est un type extrêmement superficiel. Ça faisait partie des discussions, je me rappelle, Geoffrey, lorsque on en discutait sur Telegram. Déjà, il y a 3 ans, j'ai l'impression. J'arrête, excusez-moi, Donald Trump faisait l'objet de ses critiques. Il était déjà suspecté d'être quelqu'un qui n'allait pas du tout au bout des choses. Et même en France, on en avait l'écho. Bon, en même temps, il faut dire qu'on est assez attentif à ce qui se passe aux États-Unis, surtout lorsque on a vu l'élection de Donald Trump, qui était quelque chose d'inespéré. Donc, effectivement, on a été beaucoup plus attentif. Mais cette réputation a franchi les frontières et elle faisait l'objet de discussions qu'on avait entre nous, effectivement. Geoffrey, d'ailleurs, t'en parlais beaucoup, toi, de la personnalité de Donald Trump qui était très décevante. Bah, pour moi, le 8 novembre 2016, c'est-à-dire le jour où Trump a gagné, ça a été le plus beau jour politique de ma vie. Vraiment, j'ai pleuré. Je me suis dit, oh mon Dieu, ça y est, enfin. Donc forcément, je suis tombé de haut, comme beaucoup, bien sûr, encore plus les Américains que moi. Oui, après, j'ai pris conscience de sa personnalité pathologique, narcissique. Les médias avaient tendance à exagérer, mais en fait, ils avaient raison sur ça. Oui, j'étais déçu, mais peut-être pas au point que nos camarades étaient déçus parce que mes espérances étaient plus basses. J'ai Peut-être ce sont mes ancêtres sudistes, l'admiration que j'ai pour les grands personnages de l'histoire américaine, mais cette question de caractère, c'est fondamental. Et on peut accomplir pas mal de choses peut-être avec une personnalité brisée comme Donald Trump, mais vraiment pour aller jusqu'au bout, il faut du courage, il faut de l'honneur, et il faut toute une sorte un sens de obligation, un langage qui n'existe plus aux États-Unis, certainement pas dans la politique. Je trouve cette remarque extrêmement importante. Il y a un éditeur identitaire norvégien qui s'appelle Tore Rasmussen qui disait que la culture se trouve toujours en amont de la politique et que ce sont en gros les victoires culturelles qui doivent précéder les victoires politiques, de façon à ce que l'ambiance dans les têtes ait changé et qu'elle permette l'accomplissement d'une politique. Alors, c'est ce que m'inspirait en tout cas votre propos. Nous arrivons maintenant à la fin de cette émission. J'arrête Taylor pour conclure. Est-ce que je pourrais vous demander, est-ce que vous avez un conseil à donner pour préserver le moral des troupes et puis pour les jeunes gens qui vous découvrent et qui souhaitent recevoir un conseil avisé de votre part? Eh bien, conserver le moral. Euh, Il y a quelque chose que je dis souvent. Nous avons un devoir, même si la possibilité de réussite n'est pas grande. Et pour moi, le moral, ça ne dépend pas de nos succès. Ça dépend de du profondeur de notre engagement à l'égard de ce que nous est cher. Et pour moi, il y a des raisons pour être optimiste. Mais même si notre race va disparaître, même si c'est vraiment le cas, et moi je rejette cette possibilité, ce que nous devons faire ne change pas. Il faut vraiment dévouer ce que nous faisons au but, et c'est au nom de nos ancêtres et au nom de nos descendants. Nous avons un devoir. Voilà encore un mot qui n'existe plus dans le langage politique américain, mais je crois que c'est fondamental pour nous, les identitaires, un sens de devoir. Je vous remercie pour ces belles paroles qui vont directement au cœur du sujet. Geoffrey, est-ce que tu as quelques mots à dire? Je dirais que ce qui est important, c'est de lire pour consolider les idées
Et quand je dis ça, je parle de faire lire, aux néophytes, aux gens qui ne sont pas politisés dans nos idées, parce que nous, finalement, c'est pas la peine de relire ce qu'on sait déjà. Et à ce titre, j'ai lu, votre livre, monsieur Taylor, hier et aujourd'hui, et je l'ai trouvé, très efficace. On se demande quand on le lit, mais comment on peut ne pas être d'accord, en le lisant? Et donc, ce que je recommanderais, si j'avais un conseil, ce serait, voilà, d'essayer de faire lire ce genre de livre, à des gens non politiques, qu'on aurait dans son cercle d'amis. Oui, très bonne idée. Ouais. Alors je me joins à ton conseil, Geoffrey, parce que j'ai également lu ce livre qui est un modèle de lucidité, de clarté et qui fait également référence à des sources scientifiques qui sont parfaitement claires et qui sont éloquentes pour comprendre qu'il n'y a pas d'alternative, à cette lucidité raciale. Heu, voilà, bon, espérons qu'un jour, pour revenir à la question qui a ouvert cette conversation, il y aura, des cours qui seront donnés dans les écoles occidentales sur le réalisme racial, afin qu'on puisse enfin refermer cette, page assez sombre, heu, de notre histoire. Messieurs, je vous remercie beaucoup, pour vos interventions et pour cette discussion qui a été riche et passionnante. J'espère qu'elle vous a, elle vous a plu autant qu'elle plaira et qu'elle, passionnera, j'en suis certain, nos auditeurs. Je vous remercie de votre, participation à nouveau. Merci beaucoup, c'était un grand plaisir, vraiment un grand plaisir. Merci, c'était un plaisir. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt. Vous étiez sur Delta et on se revoit, dans très peu de temps pour un sujet dont on va reparler très bientôt. Et coupé, c'est bon, c'est dans la boîte, c'est bon pour moi. Parfait. Bon, tu l'as trouvé comment cette émission, Alex, toi? Bah, ma foi, fort instructive, j'adore ce Jared Taylor. Je trouve qu'avec un très grand flegme, il arrive à faire passer des idées, assez subversives, enfin, très, très loin du politiquement correct, en tout cas. Mais je suis entièrement d'accord avec toi. J'ai beaucoup aimé le ton qu'il emploie. Geoffrey était bon aussi, j'ai trouvé, m'a surpris. Bon, en même temps, au prix où il est payé, je pense que c'est quand même, le minimum. C'est une véritable fortune. Heureusement qu'on est sponsorisé par le CNC, le MRAP, SOS Racisme, qu'on tient à remercier d'ailleurs aujourd'hui. SOS Grossophobie, SOS Escargophobie aussi nous donne, presque 500 000 € par an. Bien Donc, sûr. Et puis, ouais, et sans compter le SNUF, le SMIF et le SGAG, ouais. heu, qui donnent énormément, bien sûr, bien sûr. Non, mais Geoffrey était brillant. C'était une des plus grosses fortunes de France en même temps, donc c'est Mmh. tout à fait normal. Bon, écoute, que peut-on dire de plus? Moi, j'avoue que je le réinviterais volontiers, ce Jared Taylor, et puisque Delta, c'est toujours à 3, j'ai presque envie de l'inviter avec Renaud Camus. Je pense que ce serait vraiment un trio de choc. Heu, Tu sais quoi? On va le proposer, on va lancer l'invitation à Renaud Camus et on va faire en sorte qu'elle ait lieu, cette émission. Toi, ça t'intéresserait de voir cette rencontre? Ah oui, pourquoi pas, mais ça va nous coûter cher en petit four, hein. Et en château aussi, c'est la location du château qui va nous ruiner. Mais Eh bon, ouais. on compte donc sur vous, chers auditeurs, pour nous aider à faire vivre Delta. Si vous avez aimé le concept, si vous avez aimé cette émission, rendez-vous sur notre lien Tipeee, faites un geste et nous, on fera le reste. J'espère que vous avez aimé cette émission autant qu'on a pris plaisir à la faire. Delta, rien ne vous obligeait à être là, mais vous y étiez et on vous remercie de tout cœur. Bye bye les amis, à bientôt.